Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Baba Diagne. I am the greatest. Salut à tous et bienvenue dans le RMC Fighter Club, une nouvelle édition qui revient sur la victoire dominante, écrasante de Khamzat Chimaev, qui s'annonce au monde comme l'un des champions les plus dominants du MMA actuel. Et on va revenir sur cette victoire, sur tout ce que ça implique et sur tout ce qui s'est passé dans ce très bel UFC 319, avec mon partenaire habituel, des commentaires, Octagone, on fait un peu tout ensemble. Salut Anthony. Ça va Baba, merci beaucoup pour ce Fighter Club et on a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est clair, franchement c'était un event qui avait certaines promesses, certaines attentes aussi. Je pense qu'on a eu des réponses à beaucoup de questions et on y revient tout de suite. Que dire à part waouh. Waouh, vraiment une performance pour l'histoire, je pense. Même si elle plaît pas à tout le monde et on y revient dans cet épisode, mais il faut parler déjà factuel, de façon brute. Khamzat Chimaev est le nouveau champion de l'UFC des 84 kilos en remportant les 5 rounds face aux meilleurs combattants de la division. Incroyable. Mais en fait, c'est le mot, c'est waouh, incroyable, exceptionnel. On s'attendait à un gros combat. Mais on ne s'attendait pas à une telle domination. Tout simplement, on voit la scorecard des juges. On me dira ce qu'on voudra, il y a 50-44. Ouais. Mon scoring, c'était plus un 50-45. Ouais. J'ai du mal à mettre des 18. On en reparlera de toute façon, Baba, de ce que tu penses de ce scoring-là. Mais plus de manière générale sur ce combat. On voyait, on va pas se mentir, beaucoup de la rédac voyait Dricus du Plessis s'imposer parce qu'on a tous parié au moins une fois contre DDP, il nous a fait mentir. Ouais. Khamzat Chimaev avait quelques lacunes au niveau de son cardio, mais il a répondu à pas mal de questions et c'est cette question-là, Baba, pour laquelle tu vas répondre. Chimaev, c'est un combattant de 50 maintenant ? On dirait bien. Moi, je disais toujours que j'avais besoin... tu sais, il faut que le combat, ça marche aussi avec les faits. Il faut rester le plus factuel possible, le plus froid. C'est pour ça qu'on analyse aussi... la plupart des analystes étaient OK pour mettre Dricus devant. Et beaucoup de fans, surtout les fans de Chimaev qui sont venus avec le Covid, qui sont un peu plus jeunes, étaient plus pour Chimaev. Nous, on avait des interrogations auxquelles il fallait répondre. Et Chimaev, il a répondu. La première étant, est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il fait sur 5 reprises ? La réponse est oui. En tout cas, dans ce combat-là, il était capable de le faire. J'ai presque envie de te dire facilement. Maintenant, il a fait un combat où... peut-être que ma surprise, elle est là, c'est qu'il a fait un combat où il n'a pas trop pris de risques. Il a été safe. Il a fait ce qu'il savait faire. Peut-être aussi qu'il est bien entouré dans son coin, où les fois où il a peut-être voulu devenir un peu fou, on a dû le recadrer, je pense, tu vois. Ce serait bien d'avoir les audios des interrounds, mais clairement, pour répondre à ta question, Chimaev, jusqu'à preuve du contraire maintenant, c'est un combattant qui est capable de faire ça sur 5 reprises. Mais c'est ça en fait que je trouve impressionnant, c'est tout le long du combat, et tu l'expliqueras très bien, c'est Chimaev, on l'attendait sur ce premier takedown. Ouais. Il a mis 8 secondes déjà pour faire un takedown et il a mis le champion au sol. Tout au long du combat, il a fait 17 takedowns, 12 réussis. Ouais. La première question qu'il faut te poser, Baba, c'est t'as vu des takedowns ratés ? Moi, j'ai plus vu Chimaev tenter un premier takedown et changer de takedown. Il partait sur le double leg, puis il a vu que ça marchait pas parce que Duplessis mettait son poids vers l'avant. Ouais. Ok, crochetage. Cette fois, c'est bon, je peux prendre ton dos, je suis au sol. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ce que tu soulèves comme point, parce que c'est la limite des stats pour moi, encore une fois, tu vois. Il y a d'autres stats dans ce combat aussi qui sont peut-être pas aussi parlantes que ce qu'on voudrait. Mais cette première stat des takedowns soi-disant ratés, moi je vois qu'un seul vrai takedown raté, c'est dans le 5e. C'est tout. Et encore, ça a pas été vraiment suivi d'effet, mais ouais, c'est complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que si tu me dis que sa première tentative, dans la tentative globale de takedown, elle est ratée, mais qui switch derrière et que c'est pas 20 secondes après, c'est 1 seconde ou 2 après, qui switch, qui change de technique et qui ramène son adversaire au sol. Moi, ça m'intéresse pas d'entendre parler de takedown raté dans ce cas-là, tu vois. À un moment, il faut arrêter aussi, tu vois. On pinaille là sur les stats et le takedown, il est réussi. L'intention derrière ce qu'il voulait faire, elle est réalisée. Et alors, si on veut être ultra fiscaliste, on est bloqué sur tout. D'accord, ok, c'est un takedown raté. Moi, je suis désolé, je vois pas un takedown raté là-dedans. Non. On va parler d'une deuxième stat aussi, Baba. C'est sur 5 rounds. Donc, 5 fois 5 minutes, 25 minutes au total sur ce combat. Ouais.
ils ont noté l'UFC et n'importe quel site de stats a noté 21 minutes et 40 secondes de contrôle dans la totalité du combat. Ouais. Je suis désolé, Baba, 21 minutes 40 de contrôle, c'est pas du contrôle, c'est une asphyxie. Ouais, c'est ce que tu veux. Ouais, on en rigolait avec les. Enfin, on en rigolait. Personne ne se moque de qui que ce soit, mais à un moment, tu te demandes, ouais, on dirait un papa qui joue avec son fils et qui l'empêche de se relever. Je suis désolé, mais la stat en milieu de combat, là, quand on entame la 4e reprise et que tu vois les temps de contrôle, 4 minutes 50 quelque chose, 4 minutes 40 quelque chose, 4 minutes 40. Ouais, c'est qui fait ça, tu vois. Parce que c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que les takedowns sont réussis, la lutte en chaîne, elle est là, évidemment, mais le fait qu'il ait jamais autorisé Dricus à se relever, la manière dont il a contrôlé, le crucifix qu'il lui impose 2 fois sur des temps interminables, et ceux qui s'entraînent un peu savent que c'est horrible comme situation, même si Dricus réagit plutôt bien dans son malheur, en mettant la tête du bon côté, en se cachant comme il fallait, mais le contrôle, moi je pense que c'est vraiment l'histoire du combat. La couleur du combat, c'est le contrôle que Chimaev il a pu exercer sur Dricus. Mais il a fait un très bon contrôle, ce travail en croix aussi, où le jeu des 100 kilos. C'est peut-être Clément Marcoux qui va attraper ma veste, parce que il en parle beaucoup de ce travail-là en lutte, de la croix ou du 100 kilos. Tu parlais de crucifix aussi, du contrôle de dos avec frappe. Et ce que j'avais pu noter, c'est que il n'a pas vraiment déjà cherché la soumission. Il l'a fait, mais plus par menace de la soumission plutôt que chercher vraiment à finir très très vite le combat. C'était la gestion de la domination avant tout. Et son combat, il a été mené par le temps de contrôle et les takedowns d'un rythme assez linéaire. Tout le long du combat, il n'y a pas eu d'explosivité, à part pour ses entrées en lutte, bien évidemment, il faut surprendre l'adversaire. Et il n'y a pas eu d'accélération inutile. Non, et vraiment, c'est ce que je trouve qui est intéressant dans ce combat de Khamzat, c'est qu'il a réellement géré le combat, il a joué safe, il a pris ses qualités, il a joué dessus, il n'a pas fait d'erreur en tout cas pour perdre le contrôle du combat et pour perdre le contrôle physique qu'il avait sur Dricus. Et c'est beaucoup son bagage technique qui va jouer sur le fait de pouvoir garder ce contrôle-là vraiment. Et Dricus, nous, tout le monde savait, force physique. On se doutait qu'il avait la capacité à résister. Et il l'a fait. Il l'a fait en fin de compte. Même s'il peut rien faire offensivement, en tout cas, il résiste plutôt bien, même mieux qu'aucun adversaire de Khamzat Chimaev. Ceci étant, c'est là où tu vois les limites techniques aussi d'un Dricus, où pour se relever, il voulait exploser. Il voulait ponter, il voulait vraiment... tu sais, quand tu vas lever les jambes vers le haut pour exploser sur tes hanches, sauf que ça marchait pas. Avec un mec comme Chimaev, ça marche pas, parce que beaucoup trop lourd sur ses appuis. Et il n'avait pas d'autre solution que ça, Dricus, pour se relever. Et là où c'est un témoignage à la fois, peut-être, des limites de Dricus en termes techniques, et aussi de la qualité du contrôle de Khamzat, Est-ce que c'est que comme ça moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est que comme ça qu'on pouvait pas de Dricus du Plessis? Parce que grosse dimension physique. C'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur, mais par contre, il a de très beaux réflexes, de très belles défenses. Juste l'explosivité de Chimaev ou la technique de Chimaev était trop forte. Je pense surtout à ce takedown, je sais plus, c'est dans le 3e ou 4e round, c'est que Dricus veut exploser, donc envoyer la hanche, et Chimaev répond par la saisie de la cheville. Il le faisait beaucoup, mais là, de l'avoir fait en l'air et directement en réponse à ce que Duplessis faisait, on parle souvent de ces strikers qui sont là, ils sont premiers sur l'action et ils sont 3e sur l'action. C'est possible, c'est pareil en lutte aussi. C'est la même chose. Et Dricus le reconnaît dans la cage, dans son interview. Il dit, j'ai l'impression qu'il savait toujours ce que j'allais faire. Et c'est exactement ça, d'avoir un step d'avance. Parce que, encore une fois, même si Dricus il a développé un bon système construit autour de son athlétisme et qui lui permet d'avoir une bonne défense de lutte, une relative en tout cas bonne défense de lutte, contre un lutteur d'exception comme Khamzat qui a fait ça depuis toute sa vie, depuis tout petit, si tu veux, Khamzat il va avoir certains réflexes naturels dans les scrambles, tu vois, dans ces moments-là où la lutte en chaîne, c'est un mot qu'on utilise comme ça, mais c'est vraiment certains réflexes qui vont te permettre, comme tu dis, d'attraper la cheville parce que c'est des choses que tu as fait 1000 fois. Et Dricus, comme c'est pas un lutteur réellement, mais il n'a pas ces réflexes-là défensifs. À un moment, il sort je crois que c'est dans le 3e, je crois, où tu le dis, où il sort du takedown. Et son premier réflexe à lui, c'est de frapper. Il se dit, je suis sorti, je vais frapper en fait, tu vois. Sauf que Khamzat, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il jab, il replonge. Et Dricus, il doit se dire, merde, j'aurais peut-être dû partir là, tu vois. Et je pense que Khamzat, il avait trop d'avance dans ce qu'il voulait faire en termes de lutte sur la capacité défensive de Dricus. Et ça,
c'est même pas à mettre au débit de Dricus, c'est juste que l'autre en face, il est trop fort dans le domaine. Mais c'est surtout que ce que disait Ramzat, c'est que Khamzat Chimaev, c'est qu'il a pas trop de game plan. Ouais. Je suppose qu'il en a un quand même, parce que pour battre Duplessis, Ouais. il faut y aller. Mais le fait de n'avoir pas tenté de soumission éclair contre Dricus, Ouais. c'est parce que moi j'ai envie de me poser la question, c'est est-ce qu'il ne pouvait pas soumettre Dricus Duplessis parce que tout simplement il a les réponses, Ouais. il a pas sali le combat, mais il était très sur la défensive, Dricus Duplessis, on le voit sur les stats. Il a été très proactif au sol, il n'a jamais eu un moment pour lui. Dricus Duplessis au sol, tu parlais des crucifix, Ouais. on va parler des stats des frappes significatives, parce qu'il n'en a pas envoyé tant que ça debout, Ramzat. Enfin, plus des frappes envoyées. 529 frappes envoyées, c'est le plus gros total dans un combat à l'UFC. Donc il dépasse Max Holloway contre Kelvin Kattar. Il dépasse aussi le plus grand écart entre deux combattants pour les frappes significatives. Je crois que Duplessis il en a autour de 45, truc comme ça. Chimaev en a 529. Bon, au total, il y a un peu plus de 400 d'écart. Et en fait, Duplessis, comment réagir à ce moment-là quand on voit ce crucifix, parce que sur les 529 frappes envoyées, on n'a que 59 de significatives. Oui, c'est beaucoup les petits trucs qu'il envoyait là. Dans toutes les petites frappes qu'il envoyait sur le crucifix, elles ne sont pas comptées. Non. En tout cas, les toutes dernières ne sont pas comptées. Les premières peut-être, les coups de coude. Là, j'ai vu certains commentaires, peut-être pas des fans de MMA qui suivent le MMA depuis plusieurs années. Dricus Duplessis ne peut rien faire sur le crucifix. Et tu vois qu'il ne peut pas bouger parce qu'il reste 4 minutes. Pourquoi on n'arrête pas le combat à ce moment-là? Parce que les frappes, elles sont... Le truc, c'est que déjà, Dricus, il met sa tête aux bons endroits à chaque fois pour éviter le maximum l'impact. Donc, il prend pas les coups de plein fouet. Il n'est pas vraiment en train de subir des frappes dévastatrices. Les frappes sont pas assez puissantes, elles sont pas assez précises. Il y en a certaines derrière la tête. Bon, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes en tout cas. Non, Dricus, dans son malheur, encore une fois, dans cette très mauvaise position, il arrive au moins à limiter la casse, à mettre la tête dans l'endroit où il prendra le moins de dégâts. Donc non, c'était pas judicieux pour moi d'arrêter le combat. Il a fait ce qu'il fallait. Il faut se défendre intelligemment. On peut appeler ça une défense intelligente. Et donc ça suit les règles et je comprends pourquoi il n'a pas été arrêté. Maintenant, c'est vrai que encore une fois, quand tu prends ces stats brutes de nombre de frappes, ça fait beaucoup de frappes, ça fait un différentiel énorme. Il y a plein de petites frappes où tu sais pertinemment que c'est pas significatif du tout. Il n'empêche que ça participe du contrôle, que ça empêche Dricus de se relever. C'est des choses qui permettent encore une fois d'asseoir la domination de Khamzat. Le truc, c'est que Khamzat, sur les soumissions, et là encore tu soulèves un point intéressant, pourquoi il n'a pas essayé plus de le soumettre? Parce que tu te poses la question quand tu regardes en live. Quand tu regardes le combat ensuite à tête reposée, tu te rends compte que... Je suis désolé de te couper, je pense qu'il peut pas. C'est ce que j'allais dire. On peut que interpréter, nous. Oui, bien sûr. On n'est pas dans la cage. On n'est pas. Hugo Pérez était à côté de la cage. Et Hugo Pérez, c'est notre community manager qui a été envoyé là-bas. Il le disait, lui, ce qu'il ressentait en tout cas du combat, ce que j'ai pu échanger avec lui, c'est que Dricus Duplessis, il avait tout le temps les réponses et on ne sentait pas que Khamzat voulait le soumettre. Ouais, je pense que Khamzat, il voulait vraiment exercer un contrôle et partir sur une soumission s'il était sûr d'avoir un contrôle total sur Dricus. Et en fait, même dans le crucifix, il devait se penser que le gars est suffisamment fort physiquement. Si je fais une erreur, une micro-erreur en fait, et je peux perdre la position, et ce sera peut-être beaucoup plus compliqué de me relever si c'est lui qui est au-dessus. Et on l'a vu dans le 5e. Dricus, il a eu une opportunité d'être au-dessus et on s'est rendu compte que dans cette position-là, il met en difficulté Khamzat Chimaev. Donc je pense que Khamzat ne voulait surtout pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Et encore une fois, ça met à son crédit. C'est pas moi qui vais le critiquer. Ennuyant, pas ennuyant, etc. Je rappellerai, et je le rappelle toujours, qu'il y a 3 manières de gagner en MMA, et la décision en fait partie. Surtout dans une décision comme ça, je vois pas encore comment on va aller l'embêter sur quoi que ce soit. Et en fait, il avait une position dominante à garder, à contrôler. Tu posais la question, est-ce que c'est comme ça qu'on bat Dricus? Ben oui, parce que moi je pensais que la réponse elle était debout, mais il m'a fait mentir tellement de fois. Tu vois, donc là, Khamzat, il a dit non, moi je vais te battre comme ça, et c'est ce qu'il a fait, il l'a fait brillamment. C'est la stratégie de Dricus Duplessis aussi que certains ont mis un peu en cause. À juste titre ou non, parce que personne se doutait que Khamzat Chimaev pouvait tenir 5 rounds. Il l'avait montré contre Ousmane ou contre Burns avec certaines difficultés dans le 2 et le 3.
Ça n'a pas été le cas dans ce combat-là, malheureusement. Je trouve qu'il a attendu pour exploser. Il voulait exploser à partir du 3e ou 4e, 5e round, chose qu'il a faite. Ouais. On va pas dire qu'il a failli quand même finir le combat, mais il a eu des momentum pour lui. Il y a eu des bons moments pour lui, et il avait toujours le mental et le coffre pour le faire dans le 4e et 5e. Donc déjà, à mettre à son crédit. On le voyait dans les interrounds, il se faisait dominer 4 minutes, c'est pas grave. Il était là, vas-y, allez, donnez-moi, vous inquiétez pas, je vais le faire. Il y a eu des points positifs quand même, il l'a touché une fois Chimaev clean, avec et on peut se poser des questions sur le striking de Chimaev aussi, parce qu'il a laissé souvent le menton un peu ouvert. Il y a eu une bonne projection de judo dans le 5e quand il retourne Chimaev, et donc ça devient le premier combattant à takedown Chimaev. Il y a cette stat-là aussi qu'on avait oubliée. Non, c'est vrai, mais elle est importante. Tellement les stats de Chimaev, elles ont été fortes. La tentative de soumission dans le 5e, malheureusement, certaines limites, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de séquences de survie. Ouais. Bah, Chimaev, il le met dans cette position-là, et c'est pour ça que tu te dis que Chimaev a eu raison de privilégier le contrôle, parce que le très 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 peu de fois où Dricus a pu avoir un moment positif, j'ai envie de te dire, il a exploité à quasi 100%. Quasi 100%. Quand il a été en position de toucher, il a touché, et durement. Quand il a été en position de faire quelque chose en top position, il l'a fait. Tu te rends compte que c'était une menace quand même. Jusqu'à la fin du combat, c'était une menace. Même s'il a été ultra dominé, ça restait une menace. Et ça, il n'y a que Chimaev qui pouvait le ressentir dans ses mains. Il savait qu'il fallait faire attention. Et ça a d'ailleurs une séquence assez intéressante qui est le fruit d'un débat. Parce que il y a une de ces séquences où c'est Godard qui l'autorise en fait à prendre un certain avantage. Qu'est-ce que... Non, Anthony? On va pas être d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a cette séquence dans le 5e où Chimaev est dessus. Il est en contrôle. Ça fait plusieurs rounds qu'il est en contrôle, et Marc Godard n'a pas fait relever les deux combattants. Cette fois-ci, dans le 5e, il a décidé de les faire relever. Et c'est cette séquence qui a amené à Duplessis à avoir son momentum et être le plus proche du combat. C'est le moment où il a été le plus proche du finish dans le combat. S'il l'avait fini à ce moment-là, ça aurait été terrible. Pour le Marc Godard, on aurait parlé de lui. Mais c'est quand même un débat qui divise. Je vais te donner mon avis, Baba, avant que tu répondes. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée de remonter les deux combattants à ce moment-là. Et je vais aussi parler pour nos confrères de Fight Minds, parce que Brian Boulan en a parlé aussi dans sa vidéo. Marc Godard, qui est l'arbitre donc du main event, c'est lui le plus proche de l'action. C'est lui qui a vu tout le combat. C'est lui qui a vu les 25 minutes et il est concentré. Et c'est l'un des meilleurs arbitres de l'UFC, on est d'accord pour dire ça. Il entend les impacts. C'est lui qui est le plus proche pour entendre les impacts. Il sait si les coups sont vraiment destinés à faire mal, destinés à finir. Et selon moi, selon comment je l'interprète et avec les règles, c'est vu qu'il n'y avait pas volonté de finir. Il y avait juste du contrôle. Même s'il y avait des petites frappes, voilà, mais on peut enlever ça. Et Taylor était pas loin d'être d'accord aussi. Parce que vous avez eu un débat. Vous avez eu un débat dans le débrief qui est disponible sur YouTube, sur le YouTube RMC Sport Combat. Avec tous ces arguments-là, je trouve que Marc Godard a bien fait de relever les deux combattants. Après, si Dricus du Plessis finit Chimaev, c'est une autre histoire. C'est pour ça. En fait, si tu veux... c'est des arguments qui sont plus qu'entendables. Il a raison, Brian, et tu as raison. Parce qu'en plus, dans le règlement de l'UFC, l'arbitre, il a pour tâche de relever les combattants s'il estime que le combattant ne fait pas tout ce qu'il faut pour améliorer sa position et pour finir le combat. C'est là où le bas blesse. Est-ce qu'on considère que Khamzat ne fait pas tout ce qu'il faut pour améliorer sa position et que Dricus l'empêche beaucoup? Moi, c'est le parti que je prends, tu vois. Par contre, moi, le premier... C'est-à-dire que c'est là où la dissonance elle est intéressante. C'est que moi, le fan en moi me dit « relevez-les !» Venez, on réessaye autre chose, tu vois. Mais en même temps, quand ça se passe, là, c'est peut-être le coach ou quoi qui réagit. Je me dis, ça m'aurait fait chier. Si j'étais dans le coin de Khamzat, ça m'aurait fait grandement chier. Et ouais, tu te dis, attends, parce qu'il était peut-être qu'il allait repartir sur une soumission. Tu sais jamais vraiment avec Chimaev. Même si c'est vrai qu'on a la couleur du combat maintenant, sur 4 rounds et demi, et qu'on comprend que Chimaev, il prend pas toutes les opportunités pour soumettre, il prend pas tous les risques. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je l'entends. Je l'entends tout à fait. Tu vois que le relevé, c'est aussi, et puis on va pas se mentir, il y a aussi l'aspect, le sport business, etc. Il y a des fans, il y a une salle qui est pleine à craquer. Peut-être qu'aussi on veut offrir un moment là à ces fans-là. Pareil, c'est des choses qui sont entendables. Maintenant, c'est vrai que, et tu le dis, et si, du coup, la question elle se pose, mais comment on y répond à cette question-là? Imagine, Dricus se relève et il met KO Khamzat. C'est quoi ta réaction? La réaction, c'est waouh. Là, c'est l'arbitre qui a changé le combat. Ouais, tu vois. C'est lui qui devient acteur
Il est déjà acteur, mais là, carrément, c'est donner un coup de pouce. C'est limite, il donne le combat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, bien sûr. Si non, cette réponse-là, c'est cette réponse-là, c'est que ça veut dire que les deux se valent. hein, Les deux bien se sûr. valent, tu vois. Les deux côtés sont entendables. Et c'est vrai que c'est un moment particulier. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et au final, Khamzat, il a réussi à garder le contrôle. Et brillamment d'ailleurs. Hein, parce qu'en fait, Dricus est dessus. On se demande s'il va réussir à l'étrangler. Il essaie une première fois, il n'y arrive pas. Khamzat, il attrape le poignet de Dricus et là c'est terminé. C'est fini, il va plus rien du tout se passer, Dricus peut plus et donc on a une fin de combat comme ça. Donc c'est peut-être un moment qui aurait pu être charnière et ça a donné un moment intéressant en tout cas en fin de combat, mais bon au final ça reste du 50-44 voire moins. Ouais, mais déjà Dana White le note 50-41. Le combat, il le dit en conférence de presse, il dit j'ai tous les rounds 18, ouais. Sauf le dernier où c'est un 19. Bon. Alors oui, il aime bien abuser un peu, Dana White. Non, mais après c'est peut-être entendable. Maintenant, on sait que pour avoir un 18, ça suffit pas. Il faut aussi les dégâts. Il manque l'aspect dégâts pour pouvoir être assuré. À voir, ça va changer avec la nouvelle. Voilà, à voir. En tout cas, ça manquait. Les dégâts manquaient. Maintenant, la vérité, c'est que voilà, quand un combattant qui a autant de domination sur l'autre, en tout cas en termes de contrôle, ça peut valoir des 18, ça c'est sûr. Moi, ça manquait de dégâts, clairement. Et puis, ouais, faut, tu vois, pour du 18, il faut quelque chose de significatif. Il faut du knockdown, il faut quelque chose, tu vois, des coudes qui passent, etc. Là, il y avait beaucoup de contrôle, certes. Parce que si tu fais la même chose, mais contre la cage, il n'y a pas de débat. Tout le monde te dira, bah non, c'est pas un 18 parce qu'il a juste collé contre la cage. Et, tu vois ce que je veux dire? Là, comme c'est au sol et que c'est Khamzat, peut-être que ça rentre plus dans la tête des gens. Donc 18, non, mais de toute façon, les 19 sont largement suffisants. Tu as gagné tous les rounds largement, quoi. Après, le scoring, il est peut-être anecdotique, là, pour moi. J'aurais peut-être mis plus le premier round 18 que le troisième. Parce que tous les juges ont mis le troisième. Et bizarrement, celui que je retiens le plus, c'est le premier. Ouais. Peut-être parce qu'il y a l'aspect de... Tu sais, c'est rare d'avoir ce sentiment-là, mais tu sais, quand il y a des gros combats comme ça, quand il y a eu Makhachev, Volkanovski, Topuria, Oliveira, et là, Khamzat, Duplessis, il y a cette excitation de... Qu'est-ce que ça va donner? En vrai, qui va gagner? Qui va gagner? Il y a plein de questions qui se posent. Et là, en fait, tu vois Khamzat en 8 secondes faire un takedown et le voir contrôler en crucifix, tu dis le combat il est gâché, c'est bon. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a peut-être ce sentiment-là qui donne envie de dire le 18. Toujours. De toute façon, si c'est un big fight, tu auras toujours plus de propension à exagérer entre guillemets les choses, tu vois, plus de facilité à donner des 18, etc. Parce que tu es plus impressionné. Moi, peut-être que le premier, c'est plus un 18, je sais pas, parce que le premier, ça s'est passé comme je pensais que ça allait se passer. Tu vois, j'ai pas... Pour moi, il est presque anecdotique parce que j'étais sûr que ça passerait comme ça. Ce qui m'intéressait, c'était à partir du 2 et tout. Donc le 3, c'est vrai qu'il m'impressionne beaucoup parce que là, je me dis, ok, il est encore capable de le faire dans la 3e et dans la 4e, etc. Donc, encore une fois, de toute façon, que tu les donnes ou pas, hein, on a tous vu le même combat, on a tous vu que Khamzat a largement dominé et on s'est tous posé la même question, comment tu contres ce style-là, quoi. Mais c'est exactement ça. Et puis, on a quand même quelques questions. Il y a beaucoup de points positifs. Khamzat Chimaev, c'est bon, il a impressionné tout le monde. D'ailleurs, il a encore pris 500 000 abonnés. Il arrive à encore 100 000 abonnés de Islam Makhachev, qui était le premier avant. Topuria lui est passé devant. Là, Chimaev va peut-être lui passer devant. Donc, on aura 3 combattants de l'UFC à presque 11 millions de... Wow. Ronda Rousey, elle est à 17 aujourd'hui. Et Khabib et Conor sont à plus de 30 et 40. Donc, il y a encore du chemin, mais on voit que quand même, il y a des stars qui se créent au fur et à mesure. Mais je voulais venir sur le 4e et 5e round. Oui, il a plus de cardio que prévu, mais on a quand même vu des signes de fatigue. Plus dans le 5e que dans le 4e. Déjà, Duplessis a réussi à le retourner. Après, c'est Duplessis, la dimension physique qui va avec. Mais debout, il y a eu quelques difficultés dans le 4e et dans le 5e. Est-ce que Khamzat Chimaev, aujourd'hui, vraiment, il lui manquerait pas encore 1 ou 2 combats? Parce que c'est son premier main event. On rappelle que l'UFC 279, il avait pull-out et il avait été transformé en 3 rounds. Exact. Et il était venu dans le co-main. Il lui manquerait pas 1, 2, 3 combats vraiment de gros camps des préparations pour vraiment avoir ce cardio de 50 comme pouvait l'avoir, là toujours, Ousmane, Volkanovski, Makhachev aussi, pour avoir ce finish dans les derniers instants du combat? Absolument. Il manque de refaire des prépas, donc de répéter la chose. Là, visiblement, la prépa s'est super bien passée, le camp s'est bien passé, le combat s'est bien passé. Ça, c'est cool. Mais il faut refaire. Il faut la régularité maintenant. Ce qu'on disait en préparation de l'épisode, on l'a dit pendant le film, toi et moi, enfin, on l'a évoqué partout, c'est que ça reste une carrière très jeune en middleweight.
Il a fait des combats en middleweight avant, mais contre des adversaires, voilà, on a vu Gérald Merchert sur la même carte. Bon, c'est pas des choses, tu vas parler de cette victoire-là dans sa carrière. Il arrive en middleweight et en plus, il avait affronté un Ousmane qui n'est pas un middleweight. Enfin voilà. Donc là maintenant, il faut s'habituer à cette catégorie, donc s'habituer à ce que lui soit ce poids-là de façon permanente et à couper le poids, s'habituer à avoir des vrais middleweight entre les mains, et donc la force qui va avec, l'athlétisme qui va avec, etc. Et effectivement, s'il continue à être aussi sérieux dans ses prépas, ça peut qu'améliorer, j'imagine. Surtout qu'il s'est attaché les services de Sam Kalabita, hein, ce prépa physique, qui a eu de gros résultats dans plein de sports, pas que dans le MMA, mais dans plein de sports US. Bon, après, il y a eu la petite accroche où il s'est occupé de Dillashaw, et Dillashaw s'est fait choper pour l'OPO. Mais au-delà de ça, il a eu plein de bons résultats où il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a rien eu de bizarre autour. Donc, lui, il a dit qu'il allait continuer à travailler avec ce gars-là. Tout le monde sait qu'apparemment, les entraînements chez lui, c'est la mort. Hein. La prépa physique, apparemment, c'est un truc de malade. Donc, ouais, non, c'est intéressant, Otto, parce que là, c'est un vrai middleweight. Il est champion middleweight. Il va s'entraîner comme un middleweight tout le temps. Il n'y a plus cette histoire de peut-être je descends à 77. Donc, moi, j'ai tendance à dire, et il n'a rien à me prouver à moi, mais j'attendais de voir en fait ce que ça allait donner en tant que middleweight avec une vraie prépa et compagnie. Il a montré. Tout ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ça va continuer comme ça. Mais peut-être que coach Baba, il pourrait faire du mal à Khamzat Chimaev, on ne sait pas. Hein. Debout, tu as quelque chose à lui apprendre quand même. Il y a des choses à faire debout, en tout cas pour ses adversaires, évidemment que c'est un chemin de victoire. On a vu que Dricus, il a essayé d'être actif dès qu'il pouvait, envoyer des high kicks, jambes avant, tout ça, essayer de travailler avec ses points. Sauf qu'il a vraiment pas eu le loisir de le faire. Et en fait, j'ai presque envie de te dire, si c'est ce Chimaev-là et qu'il est toujours aussi sérieux dans l'approche de son combat, c'est-à-dire qu'il ne cède pas à la folie, qu'il ne cède pas aux petits trucs qu'on a pu voir avant, l'ego qui prend le dessus, il peut faire en sorte que ça compte jamais, en fait. Et c'est là où il y a tout le problème, tu vois. S'il arrive à faire ça à Dricus, il peut faire ça à n'importe quel combattant de la KT. Et c'est parce qu'il a eu le syndrome un peu de contre Ousmane ou contre Burns aussi, c'est que tout donner ne veut pas dire finir le combattant dans le premier round. Il a tout donné contre Burns. Il a fait l'ascenseur quelques fois. Et contre Ousmane, il a tout donné. Et il a eu très très chaud dans le deuxième et dans le troisième. Hein, si c'est un 50, c'est pas le même combat. Il y a plein de personnes qui en parlent. Il y a ce syndrome-là où il se dit, ok, peut-être il y a cette approche-là qui est venue aussi. Il a une dimension physique du Plessis. Il a déjà fait des 5 rounds. Plusieurs. Adesanya le termine dans le 4e. Donc mon cardio, c'est soit je le bosse, soit je gère complètement mes émotions et mon envie dans le combat. Et justement, ça vient à la question, Baba, comment on bat Chimaev aujourd'hui? Comment on te dit aujourd'hui, bon écoute, c'est la ceinture, c'est les moins 84 kilos, c'est Khamzat Chimaev. Le game plan, c'est quoi? Déjà, je te dirais clairement que j'aurais mal à la tête si ça devait m'arriver. En fait, c'est simple, ça va dépendre évidemment du combattant que tu vas avoir. Je vois deux types de combattants là, qui me viennent à l'esprit. Déjà, le premier, ça va être un grappleur d'élite. Ok, j'ai noté ça aussi. J'ai noté un combattant avec un sol d'élite qui accepte la lutte. Exactement, c'est-à-dire même un combattant qui va se dire « j'accepte de me retrouver les omoplates au sol ». Ok, pas de problème, mets-moi sur mon dos. Par contre, sur mon dos, j'ai un game qui est capable à la fois de bloquer tes avancées et en plus, moi, de te menacer directement. C'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire, dès le premier round, il faut menacer avec quelque chose. Je vais t'attraper un bras, je vais monter ma garde, rubber guard, tout ce que tu veux. Tout l'arsenal du grappleur sur son dos. C'est ce qu'a fait Burns dans le premier combat. Il a vu Chimaev, il a été suivi, il a failli se faire prendre en triangle. Il n'a jamais voulu retourner au sol avec Burns. Menacé immédiatement dans le combat. Et en plus, déjà, sachant que si lui, il savait avec Burns qu'il affrontait un grappleur de plus que d'élite. Faut rappeler, attention, Burns, c'est quelqu'un, champion du monde IBJJF. Voilà, s'il arrive dans la confrontation en sachant le pédigré de grappling de son adversaire et que dès le départ, ça se confirme parce qu'il se retrouve en danger de soumission, ça peut être quelque chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça marchera. C'est juste qu'en tout cas, cette personne-là aura des choses à faire valoir. Il y a des mecs dans cette catégorie-là. Il y en a un en particulier qui est en train de monter. En plus, c'est Rainer de Rieder. Ouais, exactement, c'est celui que j'ai noté aussi. C'est que lui, il accepte parce que c'est un grappleur. Et il y a aussi son physique qui est très atypique. Il est très grand, il est très large, il est plus lourd que certains lourds légers le soir du combat. Je doute pas que Duplessis aussi, mais il est plus grand. Il a une allonge. Enfin, je dis pas que son corps est bizarre parce que je fais 1m6, donc je peux pas dire ça. Mais en tout cas, son physique est très atypique pour une catégorie qui
soit tu as des grands longilines comme grands et longilines de toute façon c'est pareil, mais des grands comme Nassourdine avec de la masse musculaire mais beaucoup plus longiline avec Adesanya aussi, comme peut l'être aussi Borralho mais on est un peu plus petit, ou des bons trapus comme peut l'être DDP, pouvait l'être aussi Marvin Vettori ou Robert Whittaker. Et Reiner de Ridder, c'est un peu le mélange des deux. Ouais, il a une physicalité en lui. C'est un mec qui a combattu à poids lourd contre Malikin. Donc, tu vois, même s'il a perdu, hein, mais bon, il est parti le faire. Donc, moi, je trouve que pour cet archétype qu'on est en train de décrire, De Ridder, il coche pas mal de cases. Maintenant, c'est pareil. Il faut se retrouver face à Chimaev, il faut subir le takedown, il faut subir le physique, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un profil qui pourrait marcher. Un autre profil qui pourrait marcher, c'est très simple. Hein. C'est un gros frappeur avec une bonne défense de lutte. De toute façon, voilà, tu penses à ça. Tu dis qu'il faut que ce soit un mec qui ait de l'impact sur presque chacune de ses frappes et qui ait une bonne responsabilité défensive en termes de lutte, qui soit capable de limiter la casse. Est-ce qu'on en a à ça ? Dans la catégorie des moins de 84, moi j'avais noté aussi un One Punch Man. Genre vraiment celui qui t'éteint en une seule et unique droite. Il n'y a pas ça dans 84. En tout cas dans le top 15, j'ai pas de nom qui me vient comme ça. Mais j'ai noté par contre aussi, tu me diras, hein, parce que ça se trouve, je me trompe aussi, c'est un combattant qui a de l'explosivité. Un combattant qui va répondre avant que Chimaev tente son attaque. Typiquement, son entrée en lutte, quelqu'un qui arrive à anticiper, donc un sprawl ou un kick bien avant que Chimaev rentre dans ses jambes. Nassourdine a cette explosivité-là. Ce qui manque à Nassourdine, c'est peut-être le knockout power sur un punch, en fait. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Je suis d'accord, parce que c'était le troisième archétype que j'avais. Et c'est une combinaison d'explosivité et de sens du timing. C'est très important. C'est le sens du timing, j'ai oublié de dire aussi. Ouais, mais je savais que tu y venais. et c'est exactement ça. Et Nassour, c'est ce qu'il a. Nassour, justement, ses qualités, c'est une combinaison d'explosivité et de sens du timing qu'il est encore en train d'aiguiser. On l'a vu contre Easy. Changement de garde, puni immédiatement, dans la seconde d'après. Et c'est cette réactivité-là qui est importante face à un combattant qui a une lutte aussi dynamique que celle que propose Chimaev. Ça fait que, effectivement, tu vas avoir ce qu'on a pu voir dans l'histoire du MMA. Un lutteur qui vient plonger, qui est intercepté par un coup de genou, qui est intercepté par un uppercut, comme Derrick Lewis l'a fait à Curtis Blades, tu vois. Mais tu vois, toute proportion gardée, mais ce genre de choses. Donc, effectivement, un combattant qui est dans la réaction, dans le timing, dans l'explosivité, quelqu'un comme Nassourdine, il est capable d'avoir des bons moments dans ce combat-là, bien sûr. Surtout qu'il se connaît, il s'est déjà entraîné avec. Visiblement, il n'en est pas revenu mort, hein, Nassourdine. Hein. Et puis, je rajouterais que Khamzat, il a donné beaucoup de respect, parce que j'ai pas cité Borralho, mais Borralho, il coche les cases en termes de grappling, etc. Il coche les cases. Il est très complet, hein, Borralho. Ouais, exactement. Et Chimaev, au micro d'ESPN, on lui a demandé, il y a ce main event à Paris, est-ce que tu penses que c'est un combat pour le numéro 1, un contender fight? Et il répond tout simplement, je connais les deux, j'ai déjà un peu tourné avec les deux, ils sont très forts les deux, je les respecte. Tu vois, donc je pense qu'il connaît aussi les styles qui peuvent lui poser des problèmes et qui peut-être lui ont posé des problèmes à l'entraînement. C'est bien parce que tu anticipes la prochaine question, c'est faire des plans sur la comète. Ouais. Chimaev est champion 84, comment on l'organise cette catégorie? Parce que déjà, on est sûr et certain, là c'est bon, faut arrêter la Zumba. Le gagnant du main event de l'UFC Paris, Nassourdine Borralho, prend Chimaev quoi qu'il arrive. Bien sûr. Même si Dana White il dit on va peut-être mettre Chimaev en octobre sur la carte de Gann. Spinal, il a dit c'est quelque chose qu'on voit. Alors Chimaev, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas combattu tous les 4 mois. Ouais. Donc on sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le gagnant de Imavov Borralho, il va prendre Chimaev. Mais ensuite DDP, on lui donne qui? Il y a pas mal d'options. Il y a pas mal d'options parce que c'est une caté qui est super intéressante actuellement. Il y a pas mal de gens qui montent. DDP, tu as des Fluffy Hernandez qui sont en train de monter, par exemple, qui ont besoin de se frotter à ce niveau-là. DDP aussi pourrait très bien prendre le perdant de Chimaev contre Borralho, vu que de toute façon, il doit protéger il sera numéro 1 au classement, DDP. Je pense qu'il sera numéro 1 à la place de Nassour. En général, le champion, on le met numéro 1 quand il perd, et donc Nassour passera en numéro 2. On est lundi, hein, aujourd'hui on enregistre, le classement, je crois que c'est demain qui sort. Ouais. Ce sera probablement ça. Donc, pour DDP, les options, elles sont là de toute façon. J'espère juste qu'ils ne nous feront pas une trilogie contre Strickland. De toute façon, je ne regarderai pas, mais je vois aucun intérêt là-dedans. Maintenant, Strickland, c'est un peu bizarre ce qui se passe autour de lui. Il a cette espèce de Colby Covington privilège. Il ne faut jamais l'oublier.
Et donc, ce mec-là, il est toujours à un seul combat, d'avoir un combat intéressant qu'il ne devrait pas avoir. Donc, je me dis que dans un truc où, effectivement, ils veulent absolument que Khamzat combatte à Abu Dhabi et Khamzat serait d'accord, l'autre, il est encore là, tu vois. Il est encore là, il a rien fait. Surtout qu'il va accepter. Hein, et il Sean, acceptera, il se chauffe, il tweet déjà depuis hier. Oui, ça m'embête de vous le dire, mais bon, c'est une possibilité. Et c'est ça qui est bien en général, mais mauvais pour nous aussi, c'est que Chimaev, c'est un nouveau champion. Ouais. Il n'a combattu que deux de très gros noms, hein, Ouais. mais que deux Après, ça fait que prétendants chez les middleweight, donc il n'a pas lavé la catégorie. Non, c'est pour ça que Il y a encore beaucoup de noms à prendre. Il y a plein de noms, et l'UFC, voilà, Strickland, il y a toujours eu ce truc, ils aiment bien ce gars-là, ils aiment bien lui donner des opportunités, donc voilà, c'est pas du tout dans le domaine de l'impossible, parce que si, dans le cas, en tout cas, où ils veulent que Chimaev combatte à Abu Dhabi, c'est pas du tout dans le domaine de l'impossible. S'il ne combat pas à Abu Dhabi, alors j'ai pas besoin de dire que, évidemment, pour moi, Imavov, s'il bat Borralho, ça doit être Imavov. Tous les jours. Il a plus que prouvé, et de toute façon, il aurait déjà dû avoir ce combat pour le titre, on l'a déjà dit. Et voilà, c'est Imavov qui prend ce risque-là de faire son main event à Paris contre Borralho. Normalement, c'est un combat pour le prétendant au titre. C'est juste que les circonstances, comme d'habitude avec l'UFC, font que s'ils peuvent faire Abu Dhabi, ils se priveront pas de le faire. Le problème, c'est que Chimaev, il s'est embrouillé avec tout le monde sauf Nassourdine. Ouais, c'est vrai. Il s'est embrouillé avec Strickland, il a même mis une pique à Borralho, il a chauffé Adesanya pendant je sais pas combien de temps. Diego Costa, il l'a chauffé. Paulo Costa. Ouais, il est encore un petit peu vanné là. Paulo Costa, il l'a chauffé. Il a chauffé tout le monde. Ouais. Mais pas Nassourdine. Non, c'est deux mecs qui s'aiment bien, qui se respectent, qui s'apprécient. C'est ça, hein, quand tu viens du même endroit du monde, il y a des affinités qui se créent culturellement, etc. Donc, c'est des gars qui savent que c'est du prize fighting, s'ils doivent s'affronter, ils le feront. Il l'a toujours dit, Nassourdine. Hein. Même il a fait un petit tweet en disant ils parlent tous, en parlant, je suppose, hein, des Fluffy, des mêmes Rainer de Reader qui a mis des stories, mais ils savent que c'est moi le prochain. Et il a complètement raison. Il le dit, il a raison, il a eu raison de parler parce que ça fait partie de son job, à Nassour. Il faut parler dans ces soirées-là, c'est important, il faut tweeter. C'est comme ça, hein. C'est devenu ce business-là. Donc voilà, ils le feront. S'ils doivent se combattre, ils le feront. Mais je pense que Chimaev, il a aucune envie de parler mal d'un gars qui l'aime bien. Donc, sur ce combat-là, je pense qu'on a à peu près tout dit, Baba. Enfin, un petit retour, c'est clair, petit retour sur la carte quand même, parce que le UFC 319, il y a eu de beaux KO quand même. Hein. On a eu des choses à dire. Déjà sur le co-main event, Aaron Pico, il vient du Bellator, il est tombé sur Lerone Murphy, Murphy n'était pas adepte du finish. Non. Mais cette fois-ci, il a bien décidé son moment pour en mettre un. Ouais, c'est clair. Mais les combattants comme Murphy, c'est comme les combattants comme Leon Edwards, etc. Et je fais pas la comparaison parce que c'est deux Anglais et tout, mais simplement, il y a des combattants qui sont d'excellents techniciens, d'excellents contreurs, avec un bon timing. Et Pico, il a donné tout ce qu'il fallait à Lerone Murphy pour pouvoir s'exprimer, briller et contrer comme il faut. Pico, je pense qu'il se trompe. C'est un combattant, c'est un pressure fighter, ça l'a toujours été. C'est un très bon, un gros lutteur avec une excellente boxe. Quand c'est comme ça, évidemment que tu vas mettre la pression. Mais il y a des manières de mettre la pression. Et je trouve qu'il a un peu de manqué de respect à Murphy et au niveau auquel Murphy était, parce qu'il a mis la pression de façon très... il a pris des risques un peu inconsidérés. Mais en fait, c'est le genre de combat, c'est... Lerone Murphy, oui, il a subi la pression. Mais je ne l'ai pas senti en danger. Non. À aucun moment. Même quand Aaron Pico le luttait, il défendait très bien la lutte, avec bien les mains en dessous, bien, il essayait d'aller chercher les poignets d'Aaron Pico, même l'underhook et tout. Il a très très bien défendu, aller se coller contre la cage et pas subir le contrôle au centre de la cage. Et j'ai senti que Lerone Murphy, il savait. Il savait qu'il pouvait contrer Aaron Pico. De toute façon, Aaron Pico, il avait 4 défaites avant celle-ci. Ça a toujours été un contre. Hein. Ça n'a jamais été une combinaison bien placée, ça a toujours été un contre subi parce que lui pressait. Et là, mais quel KO, il prend son bonus de la soirée, logique. Et en plus, fin de combat, petit tweet de Alexander Volkanovski, bravo Murphy, on s'attrape en décembre. On se voit en décembre, ouais, c'est clair. Non, il a fait ce qu'il fallait, Murphy. T'as raison. Il a très bien étudié Pico. Pico, visiblement, il n'a pas fait différent de ce qu'il faisait au Bellator, même s'il est sur une belle série de victoires. Donc peut-être que certains avaient oublié. Murphy, il n'a pas oublié. Il a fait ses devoirs.
Et en plus, Pico, encore une fois, il lui a donné vraiment beaucoup. Il lui a donné beaucoup à manger parce que ça marchait. Hein. Il touchait au corps avec ses crochets, il variait ses zones comme il fait d'habitude. La lutte, il n'a pas eu de succès dessus. Et Murphy, il a réussi à bien aspirer Pico vers lui tout en se servant de son footwork et en se déplaçant latéralement comme il fallait. Donc, vraiment magnifiquement fait. Et puis ouais, quand tu as le champion qui presque te call out, juste derrière une performance comme ça, ce qui est logique pour Volkanovski, il a raison. Ben, je pense que le combat va se faire. On va me parler de Movsar Evloev et je comprends ceux qui me disent Movsar Evloev. Le problème, c'est que même si c'est lui qui devait avoir ce combat déjà contre Aaron Pico. Hein. C'est lui qui a pull out. Hein. Même si visiblement il s'est passé quelque chose de grave. Oui, apparemment il s'est passé quelque chose de grave. C'est ce que Pico laissait entendre. Hein. Il a dit qu'à sa place, il n'aurait jamais combattu dans ces conditions-là. Donc je suis pas en train de dire que c'est la faute d'Evloev. Simplement, ce sont les circonstances. Et les circonstances dans ce milieu qui n'est fait que d'opportunités. Ben Murphy, il a saisi son opportunité et c'est comme ça. Evloev, il va devoir passer par un autre combat. Ils vont peut-être revisiter le combat contre Pico, justement, pour que Murphy puisse affronter Volkanovski. Ouais. Pourquoi pas le perdant aussi du main event de l'UFC Noche. Oui, Diego Lopez, Jean Silva. Ouais. Peut-être même le gagnant. Oui, voilà. Simplement, si Jean Silva gagne, ça peut être une revanche contre Lopez. Ouais. Ça peut être aussi Jean Silva. Et il y a une question aussi qu'il faudrait répondre dans ce combat-là. L'UFC, c'est un autre niveau. Ah, c'est fou, hein, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup. Là, en tout cas, à ceux qui viennent du PFL Bellator, bon, Kayla Harrison, elle a prouvé que elle a été meilleure dans les moins de 61. Elle a pris le titre. Il y a pas de question là-dessus. Par contre, chez les hommes, premier combat Pitbull, il perd. Il y a eu MVP qui bat Hollande, mais qui perd contre Yann Gary derrière, qui change de catégorie. Apparemment, raison politique, mais il y a eu cette défaite contre Gary. Tous ceux qui viennent du Bellator, Michael Chandler qui est sur une très mauvaise série, bah, il n'y arrive pas tellement à l'UFC. Non, c'est dur. On se rend compte, factuellement, le niveau à l'UFC est évidemment plus élevé. En tout cas, dans la plupart des catégories. Certaines catégories où ça peut être discutable, mais dans la plupart des catégories, le niveau est plus élevé. Le problème, c'est qu'après, il y a deux lectures. Tu as beaucoup de ces combattants-là qui sont arrivés en fin de carrière à l'UFC. Ça, c'est factuel. Pitbull, c'est un mec qui est en fin de carrière. Chandler, il était en deuxième fin de carrière, je crois. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont arrivés bien trop tard. Pico, 28 ans, là, c'est différent. Tu vois, c'est un mec qui arrive en pleine force de l'âge. Normalement, il est censé justement prendre du galant, prendre du contrôle, et là, il s'est fait sécher. Ceci dit, il y a des gens qui ont mal commencé et qui ont bien fini derrière. Donc bon, peut-être que dans 2 ans, il nous aura fait oublier ce chaos-là en enchaînant les victoires. Mais factuellement, on a Kaya Sakura, faut oublier sur cette carte-là. Oui, il y a Kaya Sakura qui a perdu contre Tim Elliott par soumission. Qui s'est pris une guillotine en montrant un niveau au sol plus qu'inquiétant. Alors qu'on savait qu'il n'était pas super bon au sol, mais là c'est inquiétant. Vraiment, ce qui s'est passé contre Tim Elliott, là, pas du tout défendre, pas du tout de responsabilité défensive, ni de réactivité. Donc, et lui vient du Rising, au Japon, champion Rising. Il a combattu des mecs très forts en plus à Sakura. C'est pas comme si, il a combattu Kyoji Horiguchi notamment. Enfin, non, mais il est très bien placé au niveau mondial. Hein. C'est particulier. Peut-être que il y a ces lumières-là, cette attention-là qui rentre un petit peu dans leur tête, couplé au fait que les mecs de l'UFC sont très forts, c'est la vérité. Bah, ça donne des mauvais résultats et je pense que c'est à la grande joie de l'UFC qui peut continuer à dire, vous voyez, c'est nous les meilleurs. Et aussi à la grande joie du Cage Warrior, parce qu'il y a un journaliste italien qui aime bien faire des statistiques un peu. Je suis vraiment désolé, son nom ne me revient pas. Sur Twitter, en tout cas, j'essaierai de le mettre en description pour pas vraiment oublier son travail. Il fait un petit tableau Excel de toutes les organisations régionales, nationales, les Dana White Contenders aussi, qui réussit le plus à l'UFC en pourcentage de victoire. En premier, c'est le Cage Warrior. Et de loin. De très loin. Ah bah, il y a beaucoup de mecs qui réussissent. Bah, quand tu vois Yann Gary qui est en 9-1, Thomas Spinal qui est en 8-1, qui est champion. 2 belles années en tout cas pour le Cage Warrior. Pour l'instant à l'UFC, il y a un deuxième KO. Aussi, parce qu'il y a 10 KO au total après cette soirée de coups de coude retournés. On en a eu 2 dans la même soirée et coup sur coup. Coup sur coup, quand même. Prates qui revenait d'une défaite contre Yann Gary. Encore Yann Gary, faudra en parler lui un jour dans cette catégorie. Ces victoires vieillissent vraiment bien. Elles vieillissent très très bien et il bonifie aussi les combattants qu'il bat, parce que MVP qui gagne aussi dans ce combat-là, dans cette soirée-là, et Prates qui met KO Goffnil avec
un super coup de coude retourné lui aussi, qui prend lui aussi ses 50 000. Ouais, c'est clair, c'est une super performance, surtout que Geoff Neal, il frappe fort, il était venu agressif, il avait du succès dans ce round-là en plus, il a touché régulièrement Prates, qui lui aussi a touché, travaillait bien. Prates, au moment du KO, ça fait 30 secondes qu'il prend confiance, qu'il se lâche, qu'il commence à toucher régulièrement, va avec ses zones de frappe. Tu dis ça va être bien pour le deuxième round, je pense qu'il est bien pour le deuxième. En fait non. Il a pris son opportunité, il y a un premier coude qui est bloqué partiellement par Geoff Neal, et le deuxième retourné en avançant. Geoff Neal ne voit jamais arriver le coup et il finit KO. Donc, magnifique performance. Ça le remet tout de suite dans des bonnes conversations. Et puis derrière, prestation parfaite au micro. Tu fais croquer ton pote. Visiblement, ça va marcher. Combattant invaincu, il vient des nerds aussi. Donc ça, moi, je suis toujours fan des mecs qui font croquer les poteaux. Ça, c'est toujours bien. Deuxième, tu te places pour l'event chez toi au Brésil. Et ça, c'est super important. Il peut y prétendre un KO très rapide. Dana White a même confirmé. Il a dit, ouais, c'est bon, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Il va combattre. Donc tu prends bonus. Tu bookes déjà ton prochain combat. C'est chez toi en plus, dans une carte où tu auras quand même Charles Oliveira. Il a demandé Leon Edwards, qui est un combat qui aujourd'hui est abordable pour un mec comme Carlos Prates, un striker comme lui, donc tu sais qu'il sera à l'aise, qu'il n'aura pas trop à se méfier du takedown ou de la lutte. Franchement, c'est parfait. Alors je sais pas s'ils vont lui donner quand même Leon Edwards, je sais pas si Leon Edwards va accepter, mais en tout cas 100%, c'est parfait tout ce qu'a fait Prates. Il y a un autre combattant aussi qui a coché le 90% MVP, Cannonier. Ouais. La performance, elle est juste folle. Ouais, il fait une belle perf. Après, j'ai toujours pensé que les combattants comme Cannonier sont parfaits pour MVP. Stylistiquement parlant, c'est parfait. Un combattant qui montre pas un footwork offensif suffisamment important pour couper la cage, de façon efficace, pour empêcher MVP de se déplacer comme il le veut, comme il le souhaite. Par contre, il a montré des très belles choses défensivement avec ses mouvements de buste, ses pivots. Il a fait des choses que beaucoup de combattants de MMA ne font pas. C'est vrai qu'on peut ne pas être fan de son style. Il y en a qui sont très fans de son style. Tu parles de la danse, ne sont pas du tout. En tout cas, il fait de belles choses. Sur certains départements, moi j'aime beaucoup tout ce qui est footwork, pivot, les gens qui me connaissent le savent. Et il fait des choses là-dedans où tu as l'impression des fois qu'il fait passer Cannonier pour un débutant. Et justement, parce que Cannonier, oui, il est sur la fin, mais on se rappelle quand Amin Mohamed a fait le film Cannonier-Imavov, Cannonier, désolé l'expression, je mets des guillemets, c'est pas un plombier. On voit dans le film, il a une grosse carrière. Oui, il a plus de 40 ans, mais physiquement, il tient la route. Et contre Nassourdine, c'est un très beau combat. Contre Borralho aussi, c'est pas fait marcher dessus. Là, par contre, on peut dire que MVP lui a vraiment marché dessus. Ouais, franchement, il s'est un petit peu, joué avec sa proie. Après, dans le troisième, ça a été un peu plus dur quand Cannonier a réussi à lutter mieux. Mais voilà, il a fait le combat qu'il voulait faire. Lui aussi, en plus, il s'est mis dans l'équation pour Prates en disant, moi, je suis là. Si vous voulez un adversaire pour Prates à Rio à 77, je viens. Donc Dana, il était moins enthousiaste en conférence de presse. Dana, il veut pas qu'il aille en 77. Je pense qu'il a pas envie de ça. Donc voilà, mais c'est une belle perf à mettre à son crédit à MVP. On a fait le tour de cette soirée parce que tu as parlé de Kaya Sakura avant. Ouais, faut quand même parler un petit peu du petit jeune qui monte, du petit jeune. Ah oui, on a failli oublier sur Kaev. Oui. Sur Kaev, qui a fait deux combats short notice en 4 jours, 2 victoires avant la limite. Alors vous le savez pas, mais 10 minutes avant qu'on enregistre ce Fighter Club, il y avait un débat très animé dans la rédaction. Oui, le débat animé de fou. Entre Anthony, entre Hugo Pérez, entre Anis Yatou qui est au film. Et vous étiez pas d'accord. Hein. Ah non, on n'en était pas d'accord parce que en gros, on cache rien aux auditeurs. C'est sur Kaev, il fait un très bon combat pour les Dana White Contender Series. Son KO, il est magnifique. Pas de souci, tu signes à l'UFC. En revanche, son combat à l'UFC 319, il perd le premier round. Parce que excès de confiance. Il joue un peu trop. Il joue beaucoup et il joue debout. Oui, il est fort debout, mais Ramzat l'a expliqué. On a vu des images où il tourne avec Tsarukyan aussi, où il a tourné avec Chimaev. Il est fort en lutte, il est fort en grappling, il ne l'a pas utilisé dans ce premier round. Il a failli se faire mettre KO. Je mets des guillemets dans failli se faire mettre KO, parce qu'il a un peu dancé. Après avoir pris une droite de Eric Nolad. Est-ce que ce qu'on essayait de dire, c'est que il ne faut pas. On peut dire que oui, mais il ne faut pas parler de fraude tout de suite ou qu'il va se faire fraud check dans quelques mois. On parle d'un combattant qui a 24 ans. Qui a pris un premier combat au Dana White Contender Series en short notice.
il a mis son KO au premier round, il a impressionné Dana White, il a signé à l'UFC. Normalement, après ça, c'est terminé. Ouais. Le souci, c'est que Dana White lui propose un combat à l'UFC 319, encore en short notice, contre un champion d'une organisation, le CFFC. Ouais, c'est ça. Il est champion en 77, mais sur Kaev, on voit son physique. J'ai pas l'impression que ce soit un middleweight, lui non plus. Non. Et c'est pas n'importe qui. Oui, Rick Nolan, il est en 8-3, il a eu 3 défaites avant l'UFC. Bah oui, mais Connor aussi a eu 3 défaites avant d'entrer à l'UFC, comme plein d'autres combattants ont déjà eu des défaites. Et le débat, c'était attention, est-ce que ce combattant-là peut réussir à l'UFC? Et mon point de vue, c'était que la gestion, la pression, le stress que engendre un combat en short notice au Dana White Contender Series, un combat en short notice à l'UFC 319 qui a un pay-per-view numéroté, t'es quelqu'un d'attendu parce que Dana White te fait monter en conférence de presse alors que c'est exclusivement pour les personnes de la main card, forcément ça va jouer sur ton combat. Ça va jouer sur la façon dont tu vas vouloir amener le combat. La preuve, il fait un premier round pas terrible parce un peu dans l'excès. Il veut trop prouver. Exactement. On voit, il sourit, il veut lui mettre une claque. Bah non. C'est autre chose. Ouais, c'est comme ça que j'ai pris moi. Moi, je pense qu'il voulait un peu prouver que c'est un petit peu perdu. Il s'est fait recadrer pendant l'inter-round. Derrière, striking beaucoup plus efficace. Low kick qui font très mal. Opportunité, lutter, soumettre, front kick, tout ça. Donc, dès qu'il a pu soumettre, il a été très sérieux. Et là, il a montré son niveau. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà. Comme je suis plutôt d'accord avec toi. J'étais d'accord avec toi. Je disais rien parce que j'attendais l'épisode. Mais j'étais plutôt d'accord avec toi. Tranquille. On va voir ça. On va voir ce qui va se passer autour de lui. Il a fait ce qu'il devait faire. Et maintenant, on verra bien. Si c'est un combattant d'élite, on le verra, tout simplement. Donc, il faut pas. On verra bien ce qui va se passer autour de ça. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour de cet UFC 319 et un event qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien que ça. Et au final, regarde, on a fait presque une heure. On a fait presque une heure sur cette carte-là qui est très belle. Qui sur le papier, oui, il y avait quelques combats intéressants, mais on s'attendait pas à autant de spectacles. Parce que même en prélim, avant, il y a eu des finishes, mais les combats féminins aussi ont donné, je pense au combat de Lupi et Andrade, oui. Ça pouvait être un Fight of the Night. Ouais, c'est clair. C'était des très bons combats aussi. Et puis aussi la pensionnaire du Fighting Nerds. Fighting Nerds qui a fait 3-0 justement dans cet event. Et on espère que c'était une bonne soirée pour eux pour qu'ils en aient une mauvaise dans quelques semaines. En tout cas, écoute Anthony, merci. Et merci à toi, Baba. C'était un super épisode comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis donnez-nous vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Partagez les vidéos. Parlez-en autour de vous, vos voisins, à la salle, etc. On se retrouve très très vite. On va vous parler de beaucoup de choses. On a de l'anglaise à vous proposer. Et puis ensuite, très rapidement, on sera sur l'UFC Paris. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode du Fighter Club. RMC Fighters Club.